Beaucoup de projets qui aujourd'hui ont foiré. Après l'école c'est chaud, la jeunesse est fauchée. Ils gaspillent tout notre temps pour une canne qui va foirer. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Chers téléspectateurs de JMTV+, nous sommes toujours dans le bœuf politique qui reçoit aujourd'hui Norbert Tricot, avocat international qui défend des causes quelquefois perdues. Nous parlons de la RDC. Norbert Tricot, on sait qu'au lendemain de la proclamation par la Commission nationale électorale indépendante en RDC de la victoire de Félix Tshisekedi, le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, a fait une sortie médiatique qui a fait beaucoup de bruit et la France a saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies pour contester quelque chose en RDC. Qu'est-ce que la France contestait et où en est-on aujourd'hui? Alors, effectivement, M. Jean-Yves Le Drian, sur une chaîne de télévision, a indiqué que selon lui, la Commission électorale nationale indépendante de République démocratique du Congo aurait dû annoncer comme vainqueur de l'élection présidentielle M. Martin Fayulu. Et il attendait que ce soit M. Martin Fayulu qui soit désigné comme vainqueur. Donc ça, c'est totalement surprenant. Et on n'a jamais vu le gouvernement français se préoccuper des annonces de résultats électoraux dans ces anciennes colonies françaises. On a bien vu, et vous l'avez cité, au Congo Brazzaville, donc en avril 2016, silence radio sur la fraude électorale du général Denis Sassou Nguesso. On a vu en octobre dernier, là, il y a une présomption que ce soit Maurice Kamto qui ait gagné l'élection. On a laissé Paul Biya faire comme s'il l'avait gagné. On a vu au Gabon Jean Ping, alors que là, il y avait tous les éléments, et on a vu dans le Haut-Ogoué, c'est quasiment tous les morts avaient voté du Haut-Ogoué avec une participation. Même les Herbes avaient voté. Et voilà, exactement. Et il était évident que Jean Ping avait gagné, mais là aussi, la France n'est pas intervenue. De fait, la méthode Sassou Nguesso de coupure de l'Internet, la France a considéré qu'elle pouvait être appliquée dans toute l'Afrique centrale sans problème pour empêcher les populations de voter librement. Donc tout d'un coup, et je précise que M. Jean-Yves Le Drian est actuel ministre des Affaires étrangères de M. Emmanuel Macron, mais qu'auparavant, il était ministre de la Défense de François Hollande. Et qu'il était en poste quand justement il y avait les élections au Congo-Brazzaville, donc en mars 2016, et au Gabon en août 2016. Et là, il n'a pas du tout cette attitude silence radio. Et d'habitude, effectivement, jamais la France ne saisit le Conseil de sécurité de l'ONU pour la situation en République du Congo, qui est une ancienne colonie belge. Mais comme il y a le shutdown aux États-Unis et que l'administration Trump ne paye plus à payer depuis un mois ses fonctionnaires, donc et incite même les fonctionnaires à faire du gardiennage de chiens ou à livrer des pizzas en attendant de pouvoir retravailler, effectivement, l'administration Trump tourne au ralenti et on est réduite à demander à ses alliés, dont la France, d'intervenir. Et donc, on demande à la France de faire pression. La France est sous-traitante des États-Unis dans cette affaire. En l'occurrence, dans cette affaire-là, la France s'est comportée comme une sous-traitante. Et en tout cas, en ce qui concerne le comportement de M. Jean-Yves Le Drian. Avec satisfaction, j'ai remarqué que l'Élysée avait recadré Jean-Yves Le Drian et que M. Jean-François Delattre, ambassadeur de l'ONU à l'ONU de la France, avait un petit peu légèrement rectifié, mais pas énormément, le tir, si vous voulez, en disant il faut surveiller le processus électoral, mais là, ils se sont abstenus de dire que officiellement la France et les États-Unis soutenaient M. Martin Fayulu. Ça revenait à ça, mais ce n'était plus dit ouvertement. C'était déjà un progrès de les obliger un petit peu à reculer. Compris, hein. Mais tout le monde avait compris. Et voilà, tout le monde avait compris. Et puis, ils ont aussi oublié que la composition du Conseil de sécurité de l'ONU avait évolué. Eux, ils fonctionnent comme à l'époque où les trois décideurs du Conseil de sécurité de l'ONU, c'était les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Voilà, ils ont oublié que maintenant, il y a aussi la Fédération de Russie, la République populaire de Chine, qui a actuellement présent la République d'Afrique du Sud, qui est également actuellement la République d'Afrique du Sud et membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Et heureusement, et je dois remercier le président de la République d'Afrique du Sud, qui effectivement
a bloqué l'ingérence américaine et française au Conseil de sécurité de l'ONU et qui a demandé de respecter le processus électoral. Donc, comme heureusement il y a droit de veto, entre autres, de la Fédération de Russie et de la République populaire de Chine, et bien là, l'alliance de circonstances pour sauver les multinationales américaines et françaises en République démocratique du Congo a été bloquée. Donc, ce qui fait que on a eu l'épisode pitoyable où il a fallu demander à l'allié du gouvernement américain en Afrique, région des Grands Lacs, Paul Kagame au Rwanda, d'intervenir pour manipuler l'Union africaine, où il n'y a même pas eu de réunion officielle. L'Union africaine, c'est cette organisation qui est financée par l'Union européenne, là, c'est ça? Qui est entre autres financée par l'Union européenne. D'accord. Je comprends qu'elle soit démocratique. Voilà, exactement. Entre autres financée par l'Union européenne et qui, de fait, à laquelle il est demandé, dans l'intérêt des multinationales occidentales, de rester un club de dictateurs qui laisse les multinationales faire leur travail comme il faut. Et c'est exactement ce qui avait été demandé à M. Paul Kagame et à M. Denis Sassou Nguesso, puisqu'ils sont venus donner l'injonction à la Cour constitutionnelle de la République du Congo de suspendre ses délibérations, ce que heureusement elle n'a pas respecté, et qui ont indiqué que demain lundi, ils comptaient venir à Kinshasa, Paul Kagame et Denis Sassou Nguesso, mais c'est pour donner des leçons de démocratie. Ah bon, des leçons de démocratie? Parce qu'ils des valises aussi. Ils s'estiment des grands démocrates. Ils s'estiment des grands démocrates. Denis Sassou Nguesso, grand démocrate. Exactement. Et moi, c'est moi Jésus. Non, mais effectivement, alors que ces personnages-là ont les mains tachées de sang, que ce soit Paul Kagame ou Denis Sassou Nguesso. Mais ils veulent donner des leçons de démocratie. Bon, voilà. Alors, je vous laisse boire un petit coup, c'est important. Ben, on parle, il faut boire un bout. Hein, voilà. Boire un bon petit coup. Alors, qu'a donné cette résolution des Nations Unies? Il faut respecter la voix du Conseil constitutionnel de la RDC. Exactement. Ça veut dire que pour le Conseil de sécurité des Nations Unies, M. Félix Tshisekedi est élu président de la République. Maintenant, c'est parfaitement effectif. Et là... Et que fait l'Union africaine, là? Paul Kagame, des Nations Unies, alors maintenant, ils vont être obligés de se déjuger. Parce que eux, ils ont fait une pression infernale pour que la Cour constitutionnelle avait, selon... Et la Constitution de la République démocratique du Congo et le code électoral et la loi électorale avaient jusqu'à demain soir, lundi, pour vider son délibéré et rendre sa décision. Donc, elle a décidé de rendre la décision très tôt ce matin, dans la nuit, pour ne pas suivre l'injonction de Paul Kagame et Denis Sassou Nguesso. Donc, là, c'était un acte de souveraineté des magistrats qui ont estimé que ce n'était pas à des étrangers, qu'ils soient du continent africain ou alliés des États-Unis et de la France, donner des instructions à une juridiction qui a d'ailleurs une composition différente, par exemple, du Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville, sur 9 magistrats, 5 sont nommés par celui qui fait par le général putschiste, Denis Sassou Nguesso. Sont démocratiquement nommés et le peuple démocratiquement informé. Voilà, exactement. C'est comme ça, avec Sassou Nguesso. Bon, alors qu'en République démocratique du Congo, disons que c'est un peu moins pire. C'est pas la démocratie totale, mais c'est un peu moins pire, parce que celui qui fait fonction de chef de l'État ne peut nommer que 3 magistrats. Ensuite, c'est l'Assemblée nationale qui en nomme. Donc il y a une composition qui est un peu répartie. Alors c'est pas extraordinaire, mais disons, c'est moins directement sous le contrôle du chef de l'État. Pourquoi? Parce qu'il y a au moins démocratique dans l'appellation de leur pays, ce qui n'est pas le cas des voisins. Je ne sais pas, moi je ne me fie pas aux apparences, mais disons que c'est un peu moins pire de ce point de vue-là, le fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Disons, si on doit comparer, la Cour constitutionnelle en République démocratique du Congo fonctionne de façon un peu moins pire qu'en Congo-Brazzaville ou qu'au Gabon. Au Gabon, on a même une présidente, Madame Mobutu, qui est à vie. Sous prétexte qu'elle a eu un enfant avec l'ancien président, ou même 2, pardon, excusez-moi. 2 enfants, faut pas le tuer, vous avez raison. 2 enfants avec l'ancien président, lui aussi quasiment à vie, Omar Bongo. Elle a le droit de rester à vie présidente de la Cour constitutionnelle pour assurer la protection de la famille Bongo. Donc, on va quand même la saluer, Madame Marie-Madeleine Boranso. Tu vois, voilà. Je te dis. Bon, alors, nous allons aborder la dernière partie pour en terminer avec la RDC. Volontiers. Que répondiez-vous, maître Norbert Tseko, à ceux qui pensent que Félix Tshisekedi est un second pion pour Joseph Kabila, dans la mesure où lui, Félix Tshisekedi, est élu président de la République, mais les institutions sont tenues par
par Joseph Kabila, dans la mesure où il paraîtrait que l'Assemblée nationale serait aux mains de le ministère de la Défense serait aux mains, les finances seraient aux mains de Kabila. D'abord, je vais vous faire une réponse, étant juriste, de juriste. Il faut d'abord se référer à la Constitution de la République démocratique du Congo. C'est une constitution de type hyper-présidentiel, par certains aspects un peu à la française. C'est-à-dire que le président de la République est non seulement le chef suprême des armées, il est le premier magistrat du pays, il a un pouvoir de nomination de tous les hauts fonctionnaires, civils et militaires, mais il peut également, y compris comme en France, gouverner par ordonnance. C'est-à-dire qu'il peut, s'il le souhaite, ne quasiment jamais consulter l'Assemblée nationale. Donc, je dirais, on est dans une situation juridiquement exceptionnelle, parce qu'on a un pouvoir dictatorial, le pouvoir Kabila, qui est contraint de faire une transition démocratique envers un opposant, qui à partir du moment où il est reconnu élu, et en plus opposant qui dirige le plus ancien parti d'opposition de la République démocratique du Congo, puisqu'il y a 38 ans d'existence, ce parti-là. Il a connu toutes les dictatures, il a lutté contre toutes les dictatures. C'est pas un opposant récent, le parti de l'UDPS. Donc, on confie le pouvoir à un opposant historique qui a la capacité, en toute légalité, de pouvoir prendre des mesures de nomination, un peu pour s'inspirer de l'exemple de Nelson Mandela. En 1990, en février 1990, Nelson Mandela a été libéré de sa prison par la dictature de l'apartheid en Afrique du Sud. Une bonne partie du Congrès national africain, l'ANC, son aile radicale, considérait que Nelson Mandela n'avait pas à traiter les dirigeants de la dictature de l'apartheid, Pete Botha et ensuite Frédéric de Clercq, comme des partenaires pour permettre un processus démocratique, d'alternance démocratique. Néanmoins, Nelson Mandela a estimé nécessaire de serrer la main de Frédéric de Clercq. Ça lui a été reproché par beaucoup. Certains l'ont même considéré comme un traître. Les deux ont été prix Nobel de la paix. Hein. Exactement, c'est parfaitement exact. Mais au départ, personne ne disait qu'il serait prix Nobel de la paix, et beaucoup de membres de l'ANC considéraient que c'était une trahison de la part de Nelson Mandela de serrer la main de Frédéric de Clercq. Et néanmoins, Nelson Mandela a eu raison. Et pourtant, c'était très difficile, parce que en politique, le plus important, c'est d'abord le pouvoir économique. Et en Afrique du Sud, le pouvoir économique était un pouvoir de l'apartheid. Il n'y avait pas une seule entreprise. Jusqu'aujourd'hui aux Afrikaners. Je sais de quoi je parle. J'y ai été il y a 5 ans. J'ai enquêté, j'ai vérifié. Et il y a encore les Afrikaners qui tiennent les finances et l'économie du pays. Voilà. Et c'est très long de détricoter un pouvoir économique comme ça. En République démocratique du Congo, heureusement, la totalité du pouvoir économique n'est pas à des puissances étrangères. Donc il y a quand même une petite partie qui peut être contrôlée par la République démocratique du Congo. Donc le président élu, Félix Tshisekedi, a la possibilité d'agir. Il se trouve un peu dans la même situation que se trouvait Emmanuel Macron en 2017. Ah bon, c'est une catastrophe ça. Vu les gilets jaunes qui sont arrivés, j'ai peur pour Félix. Oui, peut-être, effectivement, mais comparaison n'est pas toujours ça. Mais simplement, tout le monde disait, lors des élections présidentielles françaises, que M. Emmanuel Macron, n'ayant pas de parti politique structuré auprès de lui, n'ayant pas d'élus, s'opposant à l'alternance traditionnelle entre les Républicains et le Parti Socialiste, parti de gouvernement depuis plus de 40 ans, il ne pourrait gouverner avec une véritable assemblée et que c'était une cohabitation impossible. Et tout le monde s'est trompé. Il a réussi à gouverner au moins pendant 1 an, même s'il y a le problème de la crise des gilets jaunes, il a quand même réussi à gouverner et il continue de gouverner. Là, en République démocratique du Congo, certains nous disent « Oui, mais Joseph Kabila va pouvoir contrôler les choses ». Je n'en suis pas certain. Parce que déjà, pour l'instant, nous n'avons eu que les résultats définitifs de l'élection présidentielle. Mais nous n'avons pas encore les résultats définitifs des élections législatives, c'est-à-dire élection des députés nationaux et élection des députés provinciaux. Là, les résultats provisoires sont totalement
non crédible. Autant pour l'élection présidentielle, on savait que les deux candidats de l'opposition arrivaient en tête, donc Félix Tshisekedi et Martin Fayulu, et que le candidat du pouvoir sortant, Kabila Chadari, arrivait en troisième. Oui. Donc ça, il y a une cohérence. Et s'il y a une contestation pour savoir s'il y a quelques milliers de voix près, c'est Félix Tshisekedi en tête ou Martin Fayulu en tête, je dirais c'est l'opposition qui a gagné. Donc là maintenant, de toute façon, la question ne se pose plus. Ça a été tranché par la Cour constitutionnelle. Les avocats de toutes les parties, de Fayulu, Tshisekedi, Ngoyi, ont produit leurs documents. C'est tranché. Par contre, pour les élections législatives, ça n'est toujours pas tranché. Et en plus, les résultats provisoires sont totalement non crédibles. Et en plus, il y a eu beaucoup moins, le taux de dépouillement était beaucoup moins avancé pour que l'élection présidentielle. Donc là, pour moi, elles sont totalement contestables. Le peuple de la République démocratique du Congo a rejeté le pouvoir Kabila, il a placé les opposants en tête, et là je ne comprends pas qu'on puisse dire qu'il y aurait une majorité de députés nationaux et provinciaux pour le camp Kabila. Ce serait pas logique. Hein. C'est pas logique du tout. C'est pas logique, donc, non, pour moi, on est en situation de contentieux électoral, et d'ailleurs des dirigeants de l'UDPS et des dirigeants de la Mouka et de Cash et du MLC, etc., ont contesté. Ils ont dit là, c'est très contestable, et il va y avoir des contestations. Donc là, on va avoir une situation où il faudra recompter, etc. Et si vraiment le contentieux électoral ne peut pas être résolu, ben, le président élu a la possibilité, s'il y a une situation ingérable, de considérer qu'il n'y a pas eu d'élections de députés nationaux notamment, que les élections ne sont pas tenues. Donc, et de les reconvoquer. Soit il a deux solutions. Soit il peut reconvoquer de nouvelles élections, soit il peut considérer, si il s'avérait que la Cour constitutionnelle valide ces élections législatives, il est dans ses pouvoirs de dire non, je conteste ça, je dissous l'Assemblée nationale. Il y a un pouvoir. Alors, normalement, la Constitution de la République du Congo laisse un délai d'1 an avant de dissoudre. Mais comme là, il y aurait contestation, on dirait, de fait, on dissout l'ancienne parce que la nouvelle n'a pas été élue. Donc il a ce pouvoir-là. Donc, un président de la République du Congo, comme en France, a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale, et donc il a des pouvoirs importants. Vous allez comprendre pourquoi cette question, Norbert Tricot. Il se trouve que l'ancien président des amis de Jean-Pierre Bemba, monsieur Lofis Kosi, qui est même mon voisin, hein, il vit non loin des studios d'enregistrement, m'a tenu ce propos-là la semaine dernière. Je l'ai invité en émission mercredi dernier, au même moment que Patrice Finel. Oui. Patrice Finel, conseiller spécial de Jean-Luc Mélenchon pour l'Afrique, est venu en émission. Mais M. Lofis Kosi, qui est congolais, ancien président de l'association des amis de Jean-Pierre Bemba, n'est jamais venu et conteste l'élection de Félix Tshisekedi, arguant que ce Félix est un pion de Kabila et que Kabila tient les autres institutions dans les mains. Alors, monsieur Lofis Kosi, venez vous exprimer sur GMTV+. Parler au téléphone et dans la rue, c'est facile. S'exprimer sur un média, ça allait plus compliqué pour vous. Alors, soit vous êtes en démocratie, soit vous êtes dans l'anarchie. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Moi, en tant que juriste, je refuse de sombrer dans les procès d'intention. Je n'agis qu'en fonction des preuves. Beaucoup ont voulu dire que Nelson Mandela était un traître parce qu'il négociait avec le régime de l'apartheid. Ça n'était pas un traître, l'histoire a tranché. Beaucoup disent, Félix Tshisekedi dit M. Kabila est un partenaire de l'alternance, et parce qu'il accepte de dire que c'est un partenaire, c'est un traître. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que M. Félix Tshisekedi a adopté une politique responsable de rassemblement et de réconciliation nationale du peuple congolais, comme l'a fait Nelson Mandela, et qu'il va, comme Nelson Mandela, détricoter progressivement le régime dictatorial Kabila. Mais il faut économiser le sang du peuple. On ne peut pas avoir des discours radicaux et dire « allez manifester, sortez dans la rue ». Et là, je dirais, je ne comprends pas
la position de M. Martin Fayulu, qui dit on me vole mon élection, mais il n'a même pas prouvé qu'il y avait eu la majorité, qu'il avait été élu. Il n'a pas cessé d'avoir des décomptes contradictoires, et il a indiqué des chiffres, d'autres chiffres. Après, il met même M. Chadari en deuxième position derrière lui. Tout ça, ce sont des résultats à la soviétique qui ne sont pas crédibles, en deux pas d'éléments. En plus, j'ai constaté que la coalition Lamouka avait démobilisé son électorat, parce qu'au départ, M. Martin Fayulu avait dit on va boycotter ces élections parce qu'on sait que c'est M. Chadari qui sera élu d'avance. Ensuite, ils ont dit on ne va pas aller aux élections s'il y a des machines à voter électroniques égale machine à voler. Après, ils ont dit bon, on veut bien aller aux élections, mais à condition que les machines à voter soient utilisées uniquement comme imprimantes. Après, ils ont dit, M. Martin Fayulu a dit mais je refuse d'aller aux élections parce que sous prétexte d'Ebola, à Beni, à Yumbe, etc., on ne va pas pouvoir voter, donc pas question d'aller. Trop de tergiversation. Voilà, trop de tergiversation, et il a démobilisé son électorat, et beaucoup d'électeurs qui voulaient voter pour lui ont dit mais attendez, il sera l'opposition de M. Félix Tshisekedi, alors autant voter pour lui. Dernière question, Norbert Tricot. Oui. Il y a une tribune du politologue Charles Onana qui est publiée sur JMTV+, rubrique jmtv+.com, rubrique JMTV+ News. Vous trouverez cette tribune de Charles Onana qui pose cette question-ci. Étienne Tshisekedi vivant aurait-il été content ou écœuré? Que répondez-vous à cette question-là? Il est toujours difficile de faire parler les défunts. Je pense que feu Étienne Tshisekedi, pour lequel j'ai le plus grand respect, n'aurait pas été content de voir son pays avec un président en dépassement de mandat constitutionnel. Donc ça, depuis septembre 2016, il devait y avoir des élections, ou plus tard en décembre 2016, en République démocratique du Congo. M. Joseph Kabila a tergiversé, il a retardé. Il n'a pas arrêté de retarder les élections d'année en année. Et les élections ne sont pas préparées dans d'excellentes conditions. Donc Étienne Tshisekedi, qui était un démocrate convaincu, qui luttait contre l'influence du Rwanda, allié de des messieurs Kabila père et fils, effectivement, n'aurait pas été satisfait des conditions de préparation. Aurait été satisfait de l'élection contestée ou contestable de son mais je fils. pense qu'il aurait été satisfait de l'élection de son fils, et d'ailleurs, les premières paroles lors de la proclamation des résultats de Félix Tshisekedi ont été pour son père, et de dire qu'il s'est aussi battu pour son père, le fondateur de l'UDPS. Donc, je pense, c'est difficile de faire parler les défunts, comme je l'ai déjà dit, que M. Étienne Tshisekedi aurait été satisfait de voir son fils élu comme président de la République démocratique du Congo, parce qu'il va marcher dans ses pas, et qu'il a un programme, parce qu'on ne parle pas des programmes, mais je dirais, la force de l'UDPS et ensuite de son alliance dans la coalition Cash avec l'UNC, c'est d'avoir un vrai programme de partage équitable des richesses, un programme de transparence. On n'a jamais parlé du programme. Mais si M. Félix Tshisekedi tient ses engagements de son programme, mais ça va être un bouleversement en République démocratique du Congo. Et je pense qu'il a une responsabilité historique dans ce domaine, et que probablement son père serait fier de lui. Maître Norbert Tricot, je sais que vous avez le bras long, même si, si on ne le voit pas long, je suis un simple avocat. JMTV+, serait très heureux d'aller étendre son micro au nouveau président de la RDC, M. Félix Tshisekedi, et lui poser ces questions sur son programme. Alors, par contre, je peux... Là, j'aimerais compter sur vous. Alors, je peux le faire, puisque moi, effectivement, dans tous les pays du continent africain, je rencontre systématiquement tous les représentants des oppositions démocratiques. Donc, bien entendu, même si j'ai beaucoup d'amis, parce que, comme vous le savez, j'ai mené une longue bataille pour la libération par la Cour pénale internationale du sénateur Jean-Pierre Bemba. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec mes amis du MLC, qui sont dans la coalition Lamouka, qui soutient Martin Fayulu. Donc, j'ai beaucoup d'amis au MLC. J'en ai aussi beaucoup à l'UDPS. Donc, j'ai rencontré tous les candidats. Et dans ce cadre-là, j'ai rencontré personnellement Monsieur Félix Tshisekedi. J'ai eu, et je dois vous dire que j'ai beaucoup apprécié sa stature d'homme d'État, parce qu'à la différence de certains hommes politiques qui passent leur temps à dénigrer les autres candidats, les autres concurrents, lui n'a jamais dénigré les autres candidats. Et lui, il s'est toujours concentré sur son programme, parce qu'il considérait que c'est le programme de la coalition Cash, qui s'intitule fort justement Cap pour le changement.
c'est sur ce programme qu'il devait être élu et pas sur le dénigrement des autres candidats. Vous avez écouté Jacques Dutronc entre-temps, donc nous aimerions compter sur vous pour nous déplacer à Kinshasa, lui poser des questions. Nous serons deux. Pourriez-vous nous aider là-dessus? Mais je pourrais vous aider, volontiers. Très bien, chers téléspectateurs. Je prends l'engagement. Alors, ce n'est pas parce que je ferai la demande au président élu Félix Tshisekedi qu'il y accédera, mais je lui poserai la question. De toute façon, il me connaît. Il sait que je défends la liberté de la presse. Il sait aussi qu'une des premières demandes que je vais lui faire, c'est qu'il utilise son droit de grâce de président élu pour gracier tous les prisonniers politiques de la République du Congo, dont mon client, le colonel John Chibongu. Donc il sait que je poserai beaucoup de questions. Et moi, je suis quelqu'un de vigilant. Je n'ai ma carte dans aucun parti politique. Donc, moi, je suis un avocat, juriste, activiste, défendeur des droits humains, des libertés démocratiques et farouche partisan de la lutte contre la corruption. Donc je suis vigilant. Donc j'ai un très grand respect pour M. Félix Tshisekedi. Je l'encourage, je le soutiens totalement. Il peut compter sur mon soutien. Mais s'il commet un acte antidémocratique, je serai le premier à le contester. JMTV peut le dire. Voilà. Donc nous avons retenu, chers téléspectateurs, que Maître Tricot se battra pour que JMTV aille poser les bonnes questions au nouveau président de la République, comme tous les médias libres. Congo. Félix Tshisekedi, ben voilà, on attend, on vous attend. Ne nous faites pas attendre comme les chrétiens qui attendent Jésus. Ça fait 2019 ans, on ne le voit pas. Voilà, j'espère que ça ne sera pas trop long. Chers téléspectateurs, on se retrouve dans la troisième partie de cette émission pour évoquer un autre sujet d'actualité. À tout de suite.